Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Émilie Charrier, qui va faire le propos d'introduction pour le compte du CAUE, qui est notre partenaire pour ces revues de projet C'est Positif. Bonjour à tous, donc, je suis Émilie Charrier, je suis chargée d'études au CAUE de Loire-Atlantique. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent aujourd'hui et je remercie aussi les intervenants d'avoir bien accepté notre invitation pour présenter les projets d'aujourd'hui. Juste pour introduire rapidement et pour présenter le CAUE pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, le CAUE fait partie aujourd'hui d'une agence d'ingénierie de la Loire-Atlantique, qui est Loire-Atlantique Développement, qui travaille pour les collectivités et aussi pour des porteurs de projets privés. Et le CAUE est une association de la loi 77 sur l'architecture qui a pour but de promouvoir la qualité du cadre de vie avec 4 missions principales qui sont le conseil, la sensibilisation, la formation et l'information. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on intervient aujourd'hui avec Novabuild sur la revue de projet C'est Positif. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est de faire avec l'existant, qui est une thématique qu'on retrouve de plus en plus dans les projets, notamment auprès des collectivités, et notamment en fait, sur la question de l'habitat qui nous paraissait être un sujet important à développer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a deux projets très différents, on va le voir lors des présentations, avec à la fois du bâti existant plutôt patrimonial du 19e, et puis on verra après un projet plutôt des années 60, donc des difficultés et des enjeux qui sont très diversifiés. Donc voilà, ça va apporter beaucoup d'échanges intéressants, je l'espère. Et donc voilà, je vous souhaite bonne matinée. Je vais redonner la parole à Pierre-Yves pour introduire les présentations. Merci beaucoup Émilie, si vous voulez bien l'applaudir. Ça donne de l'énergie. Alors C'est Positif, c'est donc maintenant une revue de projet qu'on organise depuis 4-5 ans avec l'Union régionale des CAUE. On part de département en département. Le prochain aura lieu en Mayenne le 26, ça y est, j'ai loupé la date, le 23 juin. Et puis on reviendra en septembre-octobre pour la suite de la thématique faire avec l'existant ici en Loire-Atlantique, auprès de Loire-Atlantique Développement avec le CAUE de Loire-Atlantique. Alors cette revue de projet, elle est en partenariat entre les CAUE et Novabuild. L'objectif est de valoriser un projet, mais aussi de travailler ensemble, de réfléchir ensemble. Donc vous verrez dans le format, on demande aux intervenants d'intervenir un tiers du temps, on leur donne 1 heure en tout, mais il y a 20 minutes de présentation où ils sont libres de leurs propos, et puis ensuite il y a 40 minutes d'échange. Toutes les questions sont bonnes, et si la réponse n'arrive pas directement, on fera en sorte derrière de pouvoir vous donner la réponse dans un deuxième temps si nécessaire. Mais en tout cas, ce qu'on attend de vous, c'est aussi des questions. Donc vous avez des petits carnets, allez-y, prenez des notes. Pour les ouvrages, vous avez vu aujourd'hui, on est orienté sur la question de la réhabilitation lourde, qualitative. C'est le sujet de la décennie, on va dire, si on est optimiste en pensant qu'on aura terminé dans la décennie, peut-être du siècle. Pourquoi ? Parce que les gains carbone que nous avons à faire dans la profession, la moitié des gains carbone se font par la rénovation. C'est clairement mentionné dans la stratégie nationale bas carbone. Donc chaque fois qu'on fait le choix de rénover plutôt que de faire du neuf, on fait un choix qui est conforme à la stratégie nationale bas carbone. Et c'est plus complexe. C'est plus complexe que de faire du neuf. Donc il y a une attention particulière à avoir sur le bâti. On va avoir ces échanges tout à l'heure. On a un historique, on a un lieu, on a des gens qui y vivent. C'est évidemment plus complexe. Et donc c'est là que c'est intéressant de travailler en collectif, ensemble. Et c'est une des missions de Novabuild. Le travailler ensemble, c'est notre
ADN depuis l'origine. Ça fait 10 ans qu'on est une association interprofessionnelle engagée sur la question de la construction durable, avec comme fil rouge le travailler ensemble, parce que c'est évidemment indispensable. Les projets que vous pouvez présenter, alors vous pouvez rentrer en relation soit avec Novabuild, soit avec les CAE si vous voulez faire une présentation un jour dans un C positif. Sont des bâtiments comme on a aujourd'hui, mais ça peut être aussi des aménagements ou des infrastructures. Donc le choix qu'on a fait aujourd'hui, faire avec l'existant, a été préparé aussi, et c'est important de le souligner, on l'a préparé en duo. D'un côté, l'équipe de Novabuild, avec Margot Schulz, qui est chef de projet rénovation-réhabilitation, qui nous fera un petit topo à la fin. Alors, je t'ai pas trop spoilé ton intervention en disant que c'était 50% des gains. Je crois que tu diras 45%, non exactement dans le. Donc, moi j'arrondis un petit peu, mais vous verrez tout à l'heure, on aura des éléments très factuels sur l'importance de la rénovation et puis avec quelques points de mémoire ou checklist de choses auxquelles il faut faire attention sur la rénovation. Donc, Margot Schulz a travaillé et a regardé avec nous les projets qui ont été présentés et on a préparé un certain nombre de questions. Et puis, pour le CAUE, c'est Émilie qu'on a vu tout à l'heure, qui a fait aussi ce travail-là. Donc, soyez pas surpris que Margot et Émilie posent peut-être un peu plus de questions que vous, parce qu'elles ont regardé les projets de près, et on les remercie. Mais c'est aussi ça qu'on souhaite, c'est-à-dire que cette revue de projet, elle soit préparée, travaillée, pour qu'on puisse rentrer un petit peu dans le détail. Donc, je le dis aux intervenants, ne vous inquiétez pas, les questions sont avec beaucoup d'empathie. En fait, tous ceux qui vont poser des questions savent qu'à un moment ou à un autre, ils vont se retrouver de l'autre côté. Donc, de toute façon, il y a juste parfois des petites interrogations. Tiens, pourquoi est-ce que vous avez fait tel choix ou tel choix ? Je crois qu'on est arrivé au bout de cette introduction. Donc je vais donner tout de suite la parole. On a, pour commencer sur le projet on a 2 projets qui vont être présentés, c'est ça. Et c'est Perrine Bellin de Face Architecture avec Xavier Deshaies de Bâti-Nantes. Il est là, Xavier? Je ne l'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Je ne vous avais pas vu. Vous avez la parole si vous voulez. Vous pouvez vous installer près du pupitre. Je crois même qu'il y a 2 micros si vous voulez en avoir un chacun. Et c'est parti pour 20 minutes. Je préférais, comme ça je garde mon petit bazar ici. Et bien, je vous donne la zapette. Voilà. La flèche. Presque ergonomique. Alors, on préfère. Alors, on est filmé. D'ailleurs, ça me permet de vous dire. La quasi-totalité des C positifs, au moins des 2 dernières années, se retrouvent en ligne sur notre chaîne YouTube, ce qui vous permet de les revoir à tête reposée, mais aussi d'aller revoir d'autres projets assez intéressants, même sur la thématique de faire avec l'existant, qui est la thématique d'aujourd'hui. Vous avez compris que je meuble un peu comme on fait à la télé quand il y a un problème technique. Donc aujourd'hui encore, c'est filmé, et je pense... je ne sais pas, Laura, si c'est dans la journée, ça pourrait être mis en ligne, sinon ce sera la semaine prochaine. Ce sera mis en ligne cet après-midi. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander, c'est une contrainte, c'est pas toujours, même quand on n'est pas très nombreux, on se dit pourquoi est-ce qu'on a le micro, mais en fait c'est pour permettre à ce que l'image et le son soient corrects. À vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je suis de Xavier Deshaies, donc Bâti-Nantes. Nous sommes intervenus donc, avec Face sur le projet de réhabilitation de la rue Russeil, de l'ancienne maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres. C'est un projet qui est la dernière tranche d'un projet d'envergure qui a démarré en 2012. On avait déposé en 2014 un permis donc pour à peu près 200 logements, mais qui concernait un site bien évidemment plus grand que la simple maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres. Donc on est rue Russeil, parc des Capucins, et ce projet intégrait la réhabilitation d'un bâtiment de 1854 que Perrine sera bien plus à même de vous expliquer. Donc voilà, c'était un projet très important pour nous, notamment cette réhabilitation qui était la dernière tranche opérationnelle
de ce projet d'envergure. Et puis ça vient vraiment terminer complètement cet îlot central de Nantes entre la rue des Hauts-Pavés et la rue Paul Bellamy. Voilà pour la petite introduction. Je laisse aussi Perrine présenter le contexte. Oui, alors juste avant de démarrer, donc je suis Perrine Belin, FAS Architecte, on est une petite structure, 3 associés, 2 collaborateurs. Voilà, une pratique assez artisanale qui s'appuie beaucoup sur le travail en maquette pour avancer sur les projets. Et les 2 projets qu'on va vous présenter là, parce qu'il y en a 2, ont fait l'objet de beaucoup de maquettes pour la mise au point des détails que vous allez découvrir. Donc on construit depuis une grosse dizaine d'années, principalement à Nantes, des opérations de logement collectif. Et c'est ces 2 projets que je vais vous présenter. Donc en effet, on a dérogé à la demande en proposant de présenter en parallèle ces 2 projets pour plusieurs raisons. Vous allez voir que les contextes sont très différents et que néanmoins les questions soulevées bien souvent sont les mêmes. Ces 2 chantiers ont lieu quasiment simultanément. Voilà, donc je dirais juste un mot aussi sur la manière dont ces 2 projets s'inscrivent dans notre travail. Donc ayant, comme je vous l'ai dit, principalement travaillé sur des opérations de logement collectif neuf, et par ailleurs sur des projets de transformation de plus petite échelle pour des particuliers, anciens prieurés, anciennes fermes, qui nous ont donné l'occasion de se familiariser avec la construction bio et géosourcée. Ces 2 projets-là sont des projets qui se situent un peu à mi-chemin et qui nous donnent l'occasion de nous emparer de la question de la transformation de bâtiments, dans un cas de bâtiment d'un immeuble de bureau et dans l'autre cas d'un ancien hospice en logement collectif. Voilà, c'est évidemment un enjeu majeur pour les années qui viennent. Je sais qu'il y a un groupe d'étudiants ici. Et ce qui nous a intéressé dans ces projets, c'est pas seulement qu'ils nous permettaient d'agir de cette manière-là pour aller dans le sens d'une réduction des consommations énergétiques et matérielles, donc en investissant des bâtiments déjà existants, mais aussi parce que ces opérations de transformation nous ont confrontés très concrètement, très directement à la dimension matérielle de l'architecture, à la question de la construction. Et donc elles nous ont beaucoup appris. Et on envisage que, c'est quelque chose qu'on défend aussi en tant qu'enseignant dans les écoles d'architecture, c'est que finalement, l'enseignement de la transformation, qui avant était une spécialité, était considéré comme une spécialisation dans les écoles, doit devenir un enseignement important parce que, en fait, il nous enseigne des choses pour mieux construire les constructions neuves. Voilà. Donc, ces 2 projets se situent donc pour l'un sur la place du marché Talensac et l'autre, donc comme le disait Xavier, sur un terrain qui appartenait aux petites sœurs des pauvres et qui a fait l'objet d'un projet de densification. Et donc on voit sur le plan de droite, en rouge, le bâtiment dont il est question, qui est l'ancien hospice. C'est bien ça. C'est tout en haut. Ici, ancien hospice qui était une maison de retraite des plus aux normes, donc, dont le
projet d'un nouvel EHPAD ici a permis le déménagement. L'opération de densification se trouve ici. Des logements ici en accession libre, dessinés par Didier Zozio. Et puis, on a dessiné, nous, ce bâtiment de logements collectifs sociaux. Alors, pour articuler cette présentation, on a décidé de mettre en exergue plusieurs sujets. Donc, il y a pas mal de documents, je vais essayer d'aller assez vite et puis on pourra revenir peut-être sur certaines questions et sur certains documents lorsque nous échangerons. Donc, on pourra parler très concrètement de la question matérielle, des particularités de chacun des édifices. Dans un cas, un immeuble de bureau des années 90, ayant appartenu à la Matmut, et dans l'autre cas, un ancien hospice construit au milieu du 19e, et puis complété au cours du XXe siècle. Donc il y a un enjeu très concret de diagnostic, de particularités de chacune des constructions, des contraintes particulières, des éventuelles dégradations. C'était le cas pour le projet Ruseil, donc l'hospice, des particularités de situation. Donc voilà, le premier aspect. Ensuite, quand il s'agit de transformer ces bâtiments en logements, se posent deux questions qui ont été les mêmes pour les deux projets et qui, vous allez voir, ont conduit à des réponses parfois proches. La question de la distribution, puisque entre un immeuble de bureau et un immeuble de logement, évidemment, les besoins et les usages sont très différents. Et de la même manière, entre cet ancien hospice et une opération de logement collectif, la question se pose très différemment. La question des prolongements extérieurs aussi a été un sujet dans les deux cas. Ce que ces deux projets nous permettent de mettre en exergue aussi, c'est évidemment des questions d'architecture, comment la transformation, et vous allez voir l'épaississement, la surélévation, les ajouts viennent compléter la construction existante et parfois transformer vraiment son aspect, ou en tout cas interagir du point de vue de la tectonique avec ce qui est déjà là. Et puis il y a une question bien évidemment liée à l'habitation, ce que ces projets, ce que ces édifices, dans leurs particularités de hauteur, de géométrie, etc., nous permettent ou nous donnent d'occasion de dessiner des logements et d'imaginer des usages que l'on a peut-être parfois des difficultés à trouver dans la production standard, dans des budgets assez réduits, voilà, que vous connaissez bien. Alors allons-y. Donc très rapidement, le bâtiment de bureau à gauche, l'hospice à droite, donc ce sont ici des photos des états existants, donc façade sur rue et les façades sur l'arrière, donc la cour de l'hospice. Alors sur la dimension matérielle constructive, donc le premier projet construit, le premier bâtiment, donc, qui est une construction en béton, poteaux, dalles, qui sont les seuls éléments que l'on a conservés, toute la façade, en tout cas la façade sur rue, ayant été déposée pour permettre un épaississement de ce bâtiment qui était construit en retrait de l'alignement. Cet épaississement, vous verrez, nous a permis d'organiser la distribution par l'extérieur des logements. Juste un petit mot pour vous dire, vous avez fait la moitié du temps. Oui.
Dans l'autre cas, l'ancienne cour que l'on voit ici a été dans un premier temps libérée d'une galerie qui y avait été ajoutée, mais qu'on n'a pas pu conserver pour un certain nombre de questions techniques, mais qui nous semblait, quand on a visité le bâtiment, constituer un prolongement extérieur tout à fait intéressant pour les logements. Et donc, vous verrez qu'on a finalement reconstitué cette galerie et on lui a ajouté une galerie symétrique de l'autre côté de la cour. Donc voilà les deux constructions dans leur état après curage. Et donc on voit ici à gauche la structure donc en béton, après certaines démolitions, et puis à droite, les planchers ayant été déposés, la poutraison métallique n'ayant pas pu être conservée du fait de flèches importantes, finalement tous les planchers ont été reconstitués. Donc voilà l'état antérieur et alors ici donc les bureaux, une cage d'escalier qui a été déposée et à cet endroit le bâtiment a été creusé pour permettre de trouver des profondeurs acceptables dans les logements. Une grande difficulté de ce projet a été sa géométrie très complexe dans une parcelle triangulaire résultant de différentes réglementations urbaines et que l'on a pu très peu modifier sur l'arrière pour des raisons de contraintes sismiques. Il fallait que la structure soit conservée le plus possible dans son état initial. Et donc, on a épaissi ici la construction sur l'avant et reconstitué la façade, et donc constituant ainsi une coursive qui dessert les différents logements, et ajouté sur l'arrière au sud des prolongements extérieurs qui permettent de retrouver une géométrie lisible et claire. Et donc ici, sur le projet Russeil, la construction initiale et l'état actuel, donc le projet, donc logement traversant dans une très faible profondeur de bâti, donc très intéressant parce que la plupart du temps les sanitaires et les salles de bain ont pu être éclairées et les séjours sont traversants. Ça, on le verra un peu plus tard. Donc la particularité de Talensac, ou la difficulté, donc déformation de la structure, la géométrie, j'en ai parlé, une difficulté à établir des diagnostics précis et des relevés précis avant le démarrage de l'étude, puisque le site était occupé. Donc beaucoup de découvertes au moment du chantier. Un chantier de centre-ville voilà, que les entreprises n'aiment pas beaucoup, et donc avec la coactivité avec le marché, la difficulté d'utilisation des grues, voilà, les particularités de ce chantier, la nécessité de construire une ossature légère, et puis à droite évidemment l'état de la construction qui a différents désordres liés à l'eau, à la déformation des constructions, à l'état de la pierre. Donc la distribution, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc dans le cas Talensac, une cage d'escalier a été reconstituée desservant un palier ouvert sur la coursive qui dessert le logement. Et dans le cas de Russeil, un hall principal permettant l'accès principal depuis la rue Russeil,
donne accès à la cour, laquelle est distributive, donc dessert différentes cages d'escalier, donc qui existaient pour certaines et qui ont été reconstituées pour d'autres. Voilà le hall de Talensac à gauche et le hall de Russeil à droite. La coursive de distribution et la galerie par laquelle aussi on accède au logement et qui, quand elle ne dessert qu'un logement, devient l'espace extérieur de chacun des logements, en tout cas à l'étage. Donc voilà les deux projets achevés. Donc dans un cas, on voit la façade reconstituée, façade épaisse, mais donc façade légère, mur à ossature bois avec une vêture de panneaux de ciment. Donc là, il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas surcharger la structure, donc il y avait un impératif de légèreté. Et puis à droite, la façade, enfin la galerie retournée qui recouvre les façades en pierre et qui permettent d'installer les prolongements extérieurs et d'accéder au logement par l'extérieur. Il vous reste 3 minutes. Donc, voilà les coupes de chacun de ces deux projets. Donc on voit donc en noir ce qui est conservé, en rouge ce qui a été ajouté, transformé. Donc dans les deux cas, en fait, donc la distribution, les prolongements extérieurs sous forme de planchers collaborants qui épaississent le bâtiment. Et ce qui nous a intéressé d'observer, c'est à quel point ces éléments ajoutés transformaient le visage de chacun des bâtiments et finalement installer un jeu intéressant entre massivité et légèreté, à poser évidemment la question de l'hétérogénéité, parce que dans le cas de Talensac, mais surtout dans le cas de Russeil, vous voyez que les ajouts, les transformations, les réparations produisent un nombre important d'éléments, de matériaux, de confrontations, de teintes, de matérialité. Et donc, un des enjeux majeurs de ce projet a été de conserver, avec tous ces éléments-là, une grande unité qui est donnée par cette cour principalement. Et donc, dans un cas, le détail de façade. Voilà, et donc dans un cas, une expression qui était liée à l'ossature, à la structure poteau dalle, donc plutôt filigrane, habillée d'une vêture en panneau ciment, revêt finalement une expression assez de grande unité et de massivité, alors que dans l'autre cas, l'épaississement par la galerie, les fins poteaux de bois, etc., au contraire, a substitué, en tout cas sur la cour intérieure, la massivité de la façade en pierre par la légèreté de la construction en bois. Donc là, quelques photos des chantiers qu'on pourra peut-être regarder suivant vos questions. Je passe dessus et pour vous montrer quelques photos et images et plans des logements, donc tous traversants du fait de cette distribution par l'extérieur dans les deux cas, plus ou moins profond, suivant la situation dans laquelle on se trouvait. Donc, des prolongements extérieurs, donc loggia à gauche, et puis la galerie qui devient l'espace extérieur du logement à droite. Ici, des vues des séjours, donnant sur les espaces extérieurs. Voilà, ce qui
qui a été intéressant dans les deux cas, et particulièrement dans le cas de Talensac, c'est que d'intervenir dans cette géométrie complètement discordue nous a conduit à trouver des vues, des dispositions auxquelles on n'aurait jamais abouti sur un projet pour lequel on serait parti de zéro. Et c'est toujours intéressant de faire ces constats-là. Des logements. Et donc voilà, sur la géométrie, à gauche, vous voyez dans le cas de Talensac, cette situation complètement singulière qui nous a donné pas mal de fil à retordre, mais qui finalement permet des dispositions, des vues, une spatialité assez intéressante. Et puis à droite aussi la situation en angle de l'un des appartements de Russeil au fond de la cour. Et je crois qu'on arrive vers la fin. Voilà. Et ben voilà. Avec donc la liste de toutes les entreprises et tous les acteurs. Bon, le maître d'ouvrage s'est peu exprimé, mais on va lui donner la parole au moment des questions, peut-être même les premières questions. Alors vous allez vous partager un micro, comme ça je vais pouvoir le distribuer à la salle micro. Est-ce qu'il y a une première question? Et si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, Mathieu Domini du groupe ARC, promoteur constructeur. C'est deux opérations très intéressantes. Bravo en tout cas de votre présentation. J'ai deux questions simples pour le maître d'ouvrage. D'abord, toute petite opération, 18 logements, ça fait peut-être 1200 mètres, 1300 mètres de plancher. Oui. Donc, une question économique d'abord. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir sortir, en termes de coût de construction, une opération aussi petite et aussi contrainte? J'ai vu que vous aviez refait tous les planchers. Vous pouvez avoir une contrainte aussi liée au classement du bâtiment. Je pense que l'ABF a dû donner un petit mot. Et la deuxième question, quelle est la réglementation thermique applicable en l'espèce pour ce genre d'opération? On commence par la première. Oui. On est tous intéressés par ça, par le modèle économique. Comment est-ce qu'on fait pour arriver? Alors, et quand on parle de coût de construction, à la fois déconstruction et construction. C'est un projet, comme le disait Perrine, les projets de réhabilitation nous font sortir de nos habitudes. Jamais, probablement, on aurait imaginé des logements dessinés comme cela, ou un programme avec une typologie comme celle-ci. Donc il y a 18 logements, on doit être à une taille moyenne de 76 mètres carrés. C'est grand. Donc voilà, quand on fait du neuf d'une façon générale, les modèles tournent plus autour de 55-60 mètres carrés. Voilà. Donc déjà, particularité, on est sur donc 18 logements, 4 cages d'escalier. C'est des choses qu'on ne ferait jamais dans du neuf. Pas d'ascenseur, ça c'est aussi une curiosité, mais voilà, pour des raisons, pour le coup, d'optimisation et de conception, on ne pouvait pas prévoir 4 cages d'ascenseur. Les logements qui sont au dernier niveau, donc au niveau comble, on avait fait le choix avec FAS de ne pas prévoir d'annexe, c'est-à-dire que ce sont des logements sous comble, sans surface extérieure. Alors peut-être qu'on le ferait différemment aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il a fallu s'adapter aussi à la façade existante. On le voyait tout à l'heure sur la rue Russeil, la perspective, quand on regarde le bâtiment depuis la rue Russeil, la façade, bien sûr, elle est refaite, mais le gabarit est toujours resté le même. C'est-à-dire qu'on a déposé la charpente, on a déposé la couverture, on a refait, on a rehaussé, mais uniquement côté cœur d'îlot. On n'a pas touché le volume depuis la rue Russeil. Donc c'était juste pour faire une petite aparté. Alors pour le petit historique sur oui, le coût de construction, moi je m'en souviens quand j'ai récupéré le projet, pour vous donner quelques éléments chiffrés, on avait un objectif avec l'équipe de Perrine à hauteur de, ça vous paraît peut-être incertain, 2150 € du mètre carré habitable. C'était il y a 4 ans. 4 ans, voilà. 2150, il y a 4 ans, c'était un beau coût de construction. Hein. Aujourd'hui, ce serait la norme. On a signé des marchés à 2350 €. Voilà. Donc évidemment, alors il faut aussi être malin. On a adapté, d'ailleurs je remercie l'équipe de FAS, c'est-à-dire
on a travaillé, on a fait travailler l'architecte très très loin dans le projet, même à l'appel d'offres déjà lancé, pour vraiment toujours s'adapter, peut-être redessiner certains logements. On a revu certaines typologies, on a vu des T2 qu'on a transformés en T3, ce genre de choses, toujours pour essayer de trouver des solutions pour aussi répondre à ce coût de construction, optimiser, proposer un produit qui soit aussi commercialisable de façon plus raisonnable. Mais globalement, vous avez tiré une marge ou c'est un produit d'appel et vous êtes fier de le présenter, mais que c'est un petit peu compliqué? On est fier de le présenter, bien évidemment. On a travaillé à marge réduite, c'est très clair. On est passé de 2150 à 2350 et avant les aléas. Je refaisais un petit calcul hier en préparant la réunion, mais je jette la pierre à personne, c'est comme ça. On a eu des découvertes notamment d'amiante, voilà, c'est le principe de la réhabilitation. Les diagnostics sont ce qu'ils sont, il y a toujours des choses qu'on découvre. Et donc on a fini à plus de 14-15% d'aléas de travaux. Donc oui, évidemment, on ne pourrait pas forcément faire que des projets comme cela, mais voilà, pour Bâti-Nantes et pour FAS aussi, c'est une super vitrine. Et avant de revenir à l'autre question sur la réglementation, j'aimerais qu'on reste un peu sur le projet du promoteur qui a comme métier plutôt de faire du neuf. Là, vous avez fait de la réhabilitation. Est-ce que vous pensez, dans quelle mesure vous pensez que ça peut devenir un modèle économique à part entière pour un promoteur que de faire de la réhabilitation? Est-ce que c'est massifiable? C'est un peu un mot à la mode actuellement, mais on est quand même tous un peu en recherche de ça, de savoir comment est-ce que les gens qui sont habitués à faire du neuf peuvent arriver, peut-être, et quelles seraient les conditions pour qu'ils le fassent de façon plus classique? Alors, c'est un métier, la réhabilitation. C'est vrai que Bâti-Nantes, historiquement, on a une culture de neuf. On a fait quelques opérations de réhabilitation. Celle-ci sur Nantes était notre première vraie expérience de réhabilitation de logement. Le nom commercial de cette opération, c'est Renaissance. Et en fait, cette opération et d'autres expériences au sein du groupe nous ont amené à créer une société justement de promotion spécialisée dans la réhabilitation et qui s'appelle Renaissance. Voilà, c'est un petit une sorte de conseil que vous donnez d'avoir une activité un peu séparée qui s'occupe que de ça plutôt que de le mettre en interne. Oui, parce que moi je trouve que c'est une vraie culture. Il y a une vraie culture, ne serait-ce que d'expertise technique. L'architecte aussi qui a cette culture-là. Peut-être que certains architectes sont plus sensibles que d'autres à la réhabilitation. Là, l'équipe de Perrine, c'est le cas. Donc il faut bien savoir s'entourer. En interne aussi, il faut avoir les experts techniques en maîtrise d'ouvrage de la réhabilitation. Et puis aussi en termes de commercialisation, de produits livrés, finis, qui ne sont pas du tout les mêmes logements que dans du neuf classique. Voilà. Donc même les équipes de commercialisation doivent être différentes. Donc voilà, le groupe a choisi, notamment avec cette expérience, d'avoir une société vraiment dédiée à cela. Et on se rend compte aussi que sur notre territoire et sur d'autres territoires, on fait de plus en plus d'opérations mixtes, neuf réhabilitation. Ça, c'est un bel exemple. Je disais qu'on avait fait 200 logements au total. Donc il y a une partie de logement libre classique, une partie de social, il y a l'EHPAD des petites sœurs des pauvres, et il y a cette réa-là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, sur le territoire, il y a le foncier est de plus en plus rare, donc il faut savoir faire de la mixité de transformation entre du neuf et de l'arrière. Alors maintenant, sur la réglementation, je ne sais pas qui, entre Perrine Bellin et vous-même. Ah, bien sûr, allez-y. J'ajoute juste un mot pour... donc, Johan Le Provost du CIF n'est pas là aujourd'hui, mais il dirait à peu près la même chose. Je pense que l'opération avait été très, très sous-évaluée, en tout cas à son démarrage. Et la surélévation a dû être un élément essentiel du modèle économique? Pas vraiment. Je pense que c'est... Bon, c'est un peu un mythe qu'on a où on se dit, pour faire tourner les modèles économiques de ces réhabilitations, il faut forcément mettre plus de logements, plus de mètres carrés. Oui, alors là, en fait, on a le même nombre de niveaux que le projet, que le bâtiment initial. Simplement, le bâtiment initial, le niveau sous comble, moi je l'ai visité, c'était juste incroyable. C'était ce qu'on appelle vulgairement la chambre de bonne, mais c'était même pire que la chambre de bonne. C'est-à-dire qu'il y avait des sœurs qui vivaient là. Moi, je suis rentré dans les chambres, j'étais comme ça au dernier niveau. Donc, nous, bien évidemment, dans un projet en 2020, on ne
pouvait pas proposer à nos clients ce genre de projet. Et puis, on était à 1,80 m à peine sur le... Ah, vous avez surbaissé le plancher. On a surbaissé et on a assuré, ouais. On a rehaussé le côté cardio. Pour avoir ici une hauteur, voilà, et on a modifié, redressé la pente ici pour récupérer de la hauteur. Et voilà, ce qui explique la présence des chevêtres ici de part et d'autre des baies. Et pour se donner la possibilité ce projet-là, on n'avait pas le choix de faire une légère surélévation, parce que finalement, c'est uniquement le dernier niveau qui était déjà là, c'est simplement qu'on a... Alors, un petit mot maintenant sur la réglementation. La question c'était sur la réglementation thermique, mais d'une façon plus générale, je vous ai entendu dire il n'y a pas d'ascenseur. En fait, quelle est la réglementation qui est applicable et est-ce que au moins c'est un des avantages de pouvoir jouer et d'aller un petit peu plus loin dans les contraintes parce que la réglementation n'est pas la même que la réglementation du neuf. Est-ce que Alors, ce qui est compliqué pour répondre à cette question, c'est que la réglementation, elle change beaucoup, souvent. Et donc là, par exemple, on peut citer le cas de Talensac, pour lequel la doctrine sur la réponse à la réglementation incendie des constructions de bois a évolué en cours de projet. Donc c'est toujours des histoires d'échanges, de discussions avec le bureau de contrôle pour essayer justement, dans le cas de ces projets très singuliers avec leur singularité, avec lesquels on doit faire, d'essayer de trouver des solutions. Et donc en l'espèce sur la réglementation thermique, quelle est la réglementation qui est applicable? Je pense que là on était... Alors on n'était pas soumis à l'RT 2012, on était RT existant. Voilà, RT existant, alors je ne suis pas thermicien, donc si je fais des erreurs, il ne faudra pas hésiter à me le dire. On était RT existant global et on a poussé un petit peu à être un RT existant élément par élément, voilà, pour ceux à qui ça parle, donc voilà, on est allé un petit peu plus loin. C'est un niveau HPE rénovation. Et sur Talensac, RT 2012 on était RT 2012 sur Talensac. Donc vous auriez pu viser BBC Rénovation en termes de label? Est-ce que vous êtes posé ce type de questions-là? Alors, on se l'est posé, oui, on est allé un petit peu plus loin, ce que je vous disais, sur le calcul de l'existant, en vraiment calculant élément par élément. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en avant, on n'est pas allé chercher le label. Nous, c'est une opération, juste une petite parenthèse, qui a été... C'est vrai que nos acquéreurs, on a de l'acquéreur occupant à 100% sur cette opération, c'est aussi ce qui est agréable, ça change aussi d'autres modèles d'opération. Donc voilà, alors, il n'y a pas de sujet de fiscalité ou ce genre de choses. Là, c'est par contre du confort d'usage, confort d'été, confort d'usage, etc. Très bien. Question dans la salle? C'est un peu en lien aussi avec la question de la réglementation thermique, mais du coup, je me pose la question sur le projet rue Russeil, étant donné que c'est plutôt sur du bâti ancien avec une maçonnerie pierre, au niveau du choix de l'isolation de ce bâtiment, du coup, vous êtes sur quelle typologie d'isolant et sur quelle technique vous avez choisi? Malheureusement, dans les deux cas, et pour des questions du budget dont on a vu qu'ils avaient déjà dans les deux cas très très largement dépassé les objectifs des maîtres d'ouvrage, on a une isolation en laine de verre, voilà, on n'a pas pu faire... Avec une lame d'air, sans lame d'air? Non, sans lame d'air. Alors, ok, matériaux, on va dire plutôt classiques, mais comment est-ce que vous avez tenu compte du bâti ancien et du transfert d'humidité? Comment est-ce que vous avez tenu compte de ça dans vos choix? Alors, il y a en effet un travail important qui était un des aléas, au démarrage du chantier et pendant le chantier, qui a été tout ce qui a concerné la réparation d'ouvrages dégradés, donc par l'émigration de l'eau, par la réalisation
sur les maçonneries d'enduits étanches, dont certains ont été piqués. Sur la rue Russeil, l'enduit n'a pas été déposé, mais donc uniquement on l'a déposé uniquement en soubassement et remplacé par un enduit chaud pouzzolane, justement pour éviter que voilà, des phénomènes d'aggravation des pathologies. Certains éléments de corniche ont été remplacés. En fait, on s'est aperçu au démarrage du chantier que, évidemment, la charpente, tout ça a été construit de manière un petit peu sommaire. Il n'y avait pas de panne sablière ici. Ce qui avait provoqué un dévers de la corniche. Donc, il a fallu reconstituer un ceinturage en béton pour conforter cette partie-là. Enfin, certains encadrements de baies aussi ont dû être déposés, remplacés, ou réparés. Enfin, voilà, ça a nécessité un travail exigeant de réparation. Et ensuite, donc dans le projet lui-même, l'utilisation autant que possible de techniques permettant que les dégradations ne s'accentuent pas. Dans le cas Talensac, il n'y avait pas vraiment... Oui, mais ne serait-ce que dans les parties communes, dans le hall de la rue Russeil, on a dû traiter les murs existants en pierre de façon à laisser l'humidité existante. Là, on voit les gros murs qui descendent dans les caves. Ces murs-là, on les retrouve en refend, hein, et qui amènent forcément un petit peu d'humidité par capillarité dans les halls. Donc, avec l'équipe de face, il a fallu trouver un enduit. Alors, c'est un enduit pouzzolane aussi, chaud pouzzolane, qu'on retrouve aussi dans les halls pour laisser passer cette humidité qui est là. De toute façon, on ne va pas la... Et ce traitement du rez-de-chaussée, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été appliqué plus largement sur le bâtiment? Encore une fois, je pense qu'idéalement, il aurait fallu complètement déposer complètement tous les enduits. Donc ça a été fait côté cour, et donc les enduits ont été remplacés par majoritairement des enduits pierre-vue. Côté rue, l'enduit qui était plutôt en bon état a été conservé, repeint avec peinture minérale, mais idéalement, il faut savoir que dans les cages d'escalier, les 4 cages d'escalier, donc il y en avait 3 existantes et une neuve qu'on a créée. Et sur celles qui sont existantes, à l'origine, le projet, c'était de faire ce qu'on fait classiquement dans du neuf, donc de plaquer en placo les cages. Et en fait, le support était tellement inégal, abîmé, il faut imaginer de la pierre avec différents types de pierres, qu'on a pris la décision de passer un enduit ciment sur toutes les cages d'escalier. Donc en fait, enfin voilà, c'est ça la réa, quoi. C'est sans cesse, il faut trouver des solutions, il travaille avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est sûr que pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur la spécificité de ce type de chantier, ce sont des projets, des chantiers qui nécessitent un engagement très important. Là, les 2 chantiers devaient durer 18 mois, ils en ont duré 30. Alors le Covid est passé par là, on a collectionné les difficultés, mais c'est sûr que ça nous apprend à travailler différemment. Et d'ailleurs, on a demandé au promoteur comment s'était comporté son modèle économique, mais pour l'architecte, vous parlez d'engagement. En général, quand l'architecte parle d'engagement, en fait, ça veut dire qu'il a passé plus de temps que... Je n'en parlerai voilà, même pas. Ok, j'ai compris à votre sourire. Mais vous imaginez quand même que sur ce type d'ouvrage, vous puissiez le faire sans aller au-delà du raisonnable, comme apparemment vous l'avez fait sur celui-là, en termes de temps. C'est faisable de le faire sans être obligé d'en rajouter et d'en faire beaucoup plus que ce que l'économie du projet vous Alors réserve. c'est compliqué, c'est vrai que nous on a un
pour ça, et c'est vrai que pour être... je pense que on sait aujourd'hui qu'il va falloir se pencher davantage, avec plus de sérieux et d'engagement sur la question de la réparation et de la transformation, qui est finalement une culture qu'on a assez peu, ou en tout cas qui s'empare pas toujours de la bonne manière des questions. Et donc, il faut prendre le temps, s'intéresser à la construction, aller caresser les murs. Enfin, c'est quelque chose qui... L'équipe de face, Elle caresse les murs. Non, mais ils sont très investis, en tout cas dans le projet que j'ai suivi la rue Russeil. Et c'est vrai que pour un maître d'ouvrage, quand on monte un bilan d'opération en réhabilitation, je disais c'est un métier, ne serait-ce même pour savoir comment on rémunère la mission d'un architecte ou de la maîtrise d'œuvre sur un projet comme ça, qui ne va clairement pas être le même investissement que sur du neuf, ou même si on a toujours des allers en neuf, bien évidemment. Donc tout bouge en fait, y compris ça. Voilà, beaucoup de choses bougent. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a eu pas mal de choses de déposées. Est-ce que vous avez fait un travail sur le réemploi, la réutilisation? Est-ce que vous savez où sont partis les matériaux que vous avez déposés sur vos 2 projets? Alors, il y a sur Talensac, la façade n'a pas fait l'objet d'un circuit de réemploi. Et dans le cas de Russeil, pour ce qui est plancher et compagnie, pas du tout. Non, et puis certaines pierres ont été repositionnées. Ouais, on a eu beaucoup d'amiante aussi, donc ça limite aussi un peu le réemploi. Mais là aussi, il est probable qu'on le ferait aujourd'hui, on se poserait aussi peut-être davantage cette question, pour être amené à le faire sur d'autres opérations. Encore une fois, le réemploi, il y a 5 ans, 6 ans, on en parlait un petit peu moins qu'aujourd'hui, donc forcément... Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amiante aussi, donc c'est une contrainte. D'autres questions dans la salle? Alors, 2 questions, je vais vous donner le micro. Bonjour, Thibaut Bourg-Lacouture, je suis maître d'œuvre pour des particuliers plutôt. Je me demandais, est-ce qu'en amont du projet, vous arrivez à estimer un peu la consommation énergétique des logements derrière? Parce qu'on voit que la réglementation est quand même de plus en plus dure. Et donc mettre autant d'argent dans un projet qui est un projet en anneau, donc on sait qu'on n'arrive pas à des performances du neuf. Est-ce que vous êtes arrivé quand même à des performances que vous vouliez atteindre sur la partie énergétique? Alors, c'est une question un peu sensible. C'est vrai que du fait de la singularité de chacune des situations, de l'hétérogénéité aussi des constructions, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à évaluer. Et je sais il me semble que vous avez dû avoir des retours, mais les acquéreurs de Russeil ont fait réaliser des diagnostics dont ils étaient étonnés parce qu'ils n'étaient pas toujours... Étonnés en positif? Non, mais après, ils ont eu des DPE, mais dans les DPE, on connaît tous le sérieux des DPE, ça a encore fait la une des médias il n'y a pas très longtemps, et ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas à un niveau de performance même aussi comparable à RT 2012. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, on n'est pas RT 2012, on est RT existant, donc on n'est pas sur les mêmes valeurs. Oui, c'est un sujet sensible. Et dans le même ordre, à l'inverse, le confort d'été, comment est-ce que vous l'avez traité et à votre avis, comment est-ce que ça la qualité de vie au mois de juillet-août, avec nos mois de juillet à 40 degrés comme l'année dernière, comment est-ce que ça se comporte? Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que la protection solaire a été un sujet dans les 2 cas, en fonction de l'orientation, la présence des loggias constitue une réponse. Dans le cas de Talensac, on a posé sur toutes les façades des BSO, des bris de soleil orientables. Il y a des stores. On avait aussi sur la rue Russeil. Et puis une isolation renforcée au niveau du dernier niveau en ossature bois.
Et oui, oui, il y a une vraie réflexion et ça fait partie dès lors, surtout qu'on a une ossature légère et notamment sous les toits, d'aller au-delà d'ailleurs de la réglementation parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément suffisante. Alors, il y a une question par ici. Moi, je suis étudiante, je m'appelle Lauriane et j'aurais souhaité savoir comment vous avez géré la relation entre les logements au rez-de-chaussée. Parce que je vois qu'à chaque fois, vous avez des petits cœurs d'îlots dans les deux cas. Et donc, l'intimité et peut-être aussi les déplacements. Alors, on voit bien sur cette... Alors, dans le cas de Carensac, il n'y a pas de sujet parce que les quelques espaces extérieurs, donc à rez-de-chaussée, c'est un local commercial et au R+1, il y a des espaces extérieurs qui donnent sur une toiture terrasse non accessible. Dans le cas de Russeil, donc le hall principal donne accès à ces cheminements qui eux-mêmes donc distribuent les cages d'escalier. Et donc en effet, les logements du rez-de-chaussée disposent d'un espace extérieur ici Qui est privatif. couvert sous la galerie du premier et d'une petite surface de jardin. Donc il y a une haie qui a été plantée de part et d'autre et qui donc là c'était au moment de la livraison, peut-être quelques mois après la plantation, mais on envisage que Les logements au rez-de-chaussée de Russeil ont tous donc cet espace vert, un espace vert extérieur, et notamment ceux qui sont sur la droite du plan que tu montrais, ont même deux espaces verts, parce qu'ils en ont un aussi côté l'EHPAD qui a été créé par les Petites Sœurs des Pauvres. là, ici, les logements qui se trouvent ici ont un espace extérieur côté Oui, c'est court ce qu'on et a un vu, jardin voilà, c'est ici ça. de l'autre côté. Alors, plus globalement, la coursive, c'est quand même un sujet de débat sur la question de l'intimité dont on vient de parler. Alors, à peu près partout en Europe, on fait des coursives. Et la façon de traiter aussi l'isolation thermique en ne cherchant pas à chauffer inutilement des couloirs, ben là, il n'y a pas besoin de chauffer un couloir, parce que le couloir, il est à l'extérieur, fait que ça devient presque une construction classique maintenant en Europe, mais il n'y a qu'en France où on se dit c'est absolument ingérable et on a pas mal d'opérateurs qui renoncent malgré le fait que leur architecte leur propose des coursives. Vous, donc pour la vente, est-ce que ça a été une difficulté dans l'usage? Est-ce que vous savez que, parce qu'il y a 2-3 appartements où réellement on va passer devant chez eux, voilà. Comment ça se gère? Peut-être que les images donnent une idée fausse pour ce qui concerne Russeil. Si je vous montre, alors c'est pas c'est plan du rez-de-chaussée, mais comme il y a 4 cages d'escalier, finalement la partie de coursive commune est très petite et personne ne passe devant les logements. Donc, mais vous n'empêchez pas un enfant d'aller jouer jusqu'au bout du couloir? Non, ce que je veux dire, c'est qu'ici, il y a une porte et tout ça, Alors c'est c'est privé. privatif. On retrouve le même C'est schéma, ça Tout c'est le est- plan de rez-de-chaussée. tout est privatif. Le même schéma, c'est à D'accord. peu près similaire dans les étages. Effectivement, on aperçoit d'ailleurs sur la, voilà, ici, il faut imaginer que c'est une porte, ça ferme. D'accord. Donc en fait, ces coursives, oui, elles s'appellent coursives, mais ce sont quelque part comme des grands balcons. Ils peuvent l'utiliser comme un balcon, ils peuvent installer une petite table. Ah, bien sûr, D'accord. c'est Mettre leur privatisé. vélo. Ouais, alors c'est un peu dommage de monter le vélo par la cage d'escalier, mais il y a des locaux vélos ailleurs sur le programme. Mais oui, potentiellement, c'est fermable à clé. Hein. C'est une jouissance privative, si vous voulez. Ce qu'on aperçoit ici, c'est que la partie commune, c'est uniquement cette petite surface. Là, la porte est ouverte, mais il y a une porte qui se ferme. Et donc tout ça, c'est privatif. Et tout ce qu'on voit au fond, c'est le prolongement extérieur. Donc il n'y a pas de Parce que cas l'impression qu'on à pouvait avoir, c'est que Il les y a- enfants pouvaient jouer de là à là, qu'effectivement on n'était pas amené à circuler, mais qu'on pouvait avoir l'impression que les gens pouvaient circuler quand même. Si les voisins s'entendent bien et qu'ils laissent leur porte ouverte, évidemment.
Dans le cas de Talensac, c'est différent puisque là, effectivement, il était très compliqué de trouver dans cette géométrie très complexe une distribution par une seule cage de l'ensemble des logements. Donc, deux des T2 du centre, en effet, sont desservis par la coursive, et donc on passe devant. Ce qui nous a conduit à installer sur ces baies-là des brise-soleil orientables. Ce sont les cuisines qui donnent, sur la coursive. Et donc on voit ici. Donc la coursive est là. Le mur à ossature bois avec les baies au nu intérieur, etc., donne une certaine épaisseur. Et donc il y a ici une entrée entre la cuisine et le séjour traversant. Donc la cuisine donne sur la loggia et la chambre et le fond du séjour donnent sur l'arrière. Sur les usages ou d'autres questions? Sur les usages, monsieur, vous vouliez poser une question? C'est sur le modèle économique, en fait. Alors, on continue sur le modèle économique. Pardon. Bon. Non, mais oui, la question, c'est effectivement, on comprend qu'on est sur des opérations qui coûtent un peu plus cher que du neuf. Néanmoins, vous n'êtes pas présenté, monsieur. Pardon, Nicolas Giquel, JBA, architecte. On n'a pas parlé de l'hypothèse démolition. On est sur des bâtiments qui sont amiantés dans les deux cas, si j'ai bien compris. Est-ce que vous aviez fait la balance? Est-ce que vous êtes posé la question au départ, alors peut-être pas pour Russell, parce qu'il y a un aspect patrimonial, mais peut-être plus pour le projet de Talensac, du coup, de démolir pour reconstruire, et si effectivement les plus 25%, si j'ai bien compris, sont vraiment problématiques, ou si finalement, même si c'est plus cher, c'était quand même la meilleure solution. J'imagine que tous les cas sont différents, mais... Oui. Sur la rue Russell, comme vous l'expliquez, comme vous le présentez, la question ne s'est pas vraiment posée de démolir le bâtiment, puisque c'est un bâtiment patrimonial, voilà, avec un charme, voilà, il y avait vraiment un intérêt à le conserver. C'est vrai que le coût de construction final, malgré, c'est parfois un peu ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on peut se dire, mais oui, mais on ne part pas de zéro, parce qu'il y a déjà des murs, il y a déjà des... Alors, en fait, on a conservé que les murs, mais en fait, conserver des murs, ça coûte plus cher que de tout raser à partir de zéro. En tout cas, pour notre analyse sur la rue Russell, on se posait cette question, parce que c'est vrai qu'il faut justifier les chiffres à un moment donné, et dire, mais attends, comment ça peut être plus cher? Si, parce qu'en fait, il y a beaucoup de suggestions, il y a beaucoup de contraintes. On ne s'est même pas posé la question. En tout cas, pour Russell, j'imagine. Russell, oui, évidemment. Et Talensac, alors? Talensac, non, pas du tout, en fait. Enfin, voilà, il nous semblait que la transformation était ce qu'on devait privilégier. On va le voir tout à l'heure peut-être avec Margot Schultz, le bilan carbone, il est aussi divisé par deux entre du neuf après avoir rasé un bâtiment et de réhabiliter, même avec une réhabilitation lourde. Il y a quand même un moment, la profession, elle doit jouer aussi ce jeu-là, parce que c'est ce qui est attendu par la société de nous. Et voilà, sauf que, donc, en effet, ce qui reste à ajuster, c'est le modèle. Et donc, le modèle, c'est la manière dont on travaille, la manière dont on finance, la manière dont on rémunère les gens qui travaillent, etc. Donc, et ça, on tâtonne là-dessus, parce que voilà, personne n'est au point. En tout cas, dans les logiques de production actuelles du logement collectif, on n'est pas du tout... On s'approche des dernières questions. Sur l'aspect du modèle, justement, là vous prenez deux exemples d'opérations, une de bureau qu'on transforme en logement et d'autres d'un hospice qu'on transforme en logement. Est-ce que c'est pas aussi ces transformations qui font que c'est beaucoup plus cher, alors que si on réhabilitait des logements existants, même en changeant les typologies de logements et compagnie, on aurait des coûts beaucoup plus faibles? Alors là aussi, c'est vrai que
là, on est en réhabilitation, on est dans, en tout cas pour la Russaille, mais je pense que pour Torsac, c'est pareil, on est dans des cas extrêmes finalement où on est allé, c'est de la réhabilitation lourde, donc forcément lourd égale cher. On pourrait aussi imaginer des opérations de logements existants, comme vous l'expliquiez, qui ne nécessitent pas forcément de démolir les planchers, par exemple. Voilà, nous, on a fait le choix de démolir les planchers, on avait une réglementation à respecter, on avait des niveaux à retravailler, mais il faut aussi espérer que demain, toutes les réhabilitations qu'on va faire seront plus des rénovations que des réhabilitations lourdes pour ne pas avoir des coûts, parce que c'est sûr que les prix seront toujours conséquents quand on doit tout refaire. C'est vrai que c'est essentiel de se poser la question de la réparation, de la transformation, réhabilitation des bâtiments de logement ordinaires. Voilà, on sait aussi que un grand nombre de surfaces de bureaux sont utilisées et que c'est aussi une ressource déjà là et que la crise du logement nous oblige à se poser cette question-là. Mais en effet, c'est un des facteurs de dépassement des budgets. Dernière question. Bonjour, Benoît Arnold, donc Bouygues Immobilier. J'ai une question sur le modèle économique. Est-ce que vous avez tiré des enseignements de ça, du fait que vous avez un peu éclaté les budgets travaux sur le développement futur? Est-ce que c'est une question de volume? Peut-être que 18 logements c'était trop peu et que sur les prochains, est-ce que vous avez un peu adapté justement vos recherches en réhabilitation? Est-ce que la possibilité de faire une surélévation, mais peut-être de plusieurs étages ou ce genre de choses sont des paramètres que vous avez pris en compte, ou comment vous avez appris par la suite? Ce que je disais tout à l'heure, on a surtout compris que c'était un métier différent du métier classique de promoteur qui fait du neuf. Et donc voilà, une société a été créée avec une vraie expertise sur la rénovation, la réhabilitation, pardon. C'est vrai que nous, Bâtinante, on a été amené à faire ce genre de produit de façon assez rare. On est encore amené à le faire et maintenant on s'associe systématiquement avec notre société qui fait partie du groupe qui s'appelle Renaissance. Voilà, dès lors qu'on a un foncier avec voilà, une bâtisse, un bâtiment patrimonial qu'il faut conserver, réhabiliter, et puis une assiette foncière qui permet de faire du neuf. Nous, notre métier Bâtinante, ça restera de faire du neuf, en tout cas pour le moment. On a cette expertise maintenant en interne avec une société spécifique pour la réhabilitation. Mais c'est sûr que voilà, un bilan, on construira différemment et une approche, on le fera différemment. Si j'ai bien compris la question, est-ce que vous êtes prêt à repartir sur 18 logements en rénovation? C'est plus ou moins ça que vous disiez, hein? Oui, on le fera, ouais. Voilà, Bâtinante ou Renaissance, mais voilà, on étudiera bien sûr. Alors maintenant, puisqu'on arrive à la fin, Pierre Bellin, j'avais envie, puisqu'on a quelques élèves étudiants en école d'architecture qui sont avec nous aujourd'hui, et en école d'architecture, j'imagine encore aujourd'hui qu'on apprend plutôt à construire du neuf. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message à des jeunes étudiants sur la rénovation? Les architectes ont traditionnellement un peu délaissé ce marché de la rénovation. En quoi c'est plus plaisant? En quoi un architecte prend plaisir? Quel est l'intérêt pour le métier d'architecte d'aller faire avec l'existant, comme on a appelé la séquence d'aujourd'hui? Alors, comme je le disais tout à l'heure, et je suis moi-même enseignante, je milite beaucoup pour que cet enseignement devienne un enseignement vraiment au pivot de l'enseignement du projet dans les écoles d'architecture, parce que, comme je le disais, il nous confronte très directement à la dimension matérielle, constructive de l'architecture, et il nous oblige à nous intéresser à la construction, et c'est évidemment indispensable. Ça ne peut être qu'un bon enseignement pour développer des projets en construction neuve. Et donc dès le début du cursus, je ne sais pas si vous êtes dans le master inventé dans l'existant ou dans... Non, on est en reconstruction fictive. On travaille sur la réhabilitation de grands ensembles mazériens des années 70.
Et voilà, donc je pense que c'est une pratique qui nous apprend beaucoup. Et aussi, Pourquoi est-ce qu'on apprend beaucoup? Qui apprend? Parce que, alors là, je vais parler de l'enseignement dans les écoles, et puis qui est lié à l'emploi massif du béton ces dernières décennies. En fait, le recours systématique au béton a un peu désappris la construction aux architectes. C'est vrai que les éléments verticaux, horizontaux, assemblés de manière continue, nous facilitent un peu la tâche. Et donc, il y a tout un tas de questions d'articulation, d'assemblage, etc., que l'on ne se pose pas. Or, aujourd'hui, quand on s'intéresse aux matériaux bio et géosourcés, et qu'on se demande comment construire avec ces matériaux et trouver des modes constructifs, des expressions intéressantes, la question de l'assemblage, de l'hétérogénéité, ce que je disais tout à l'heure, de l'assemblage se pose très fortement, puisque on ne peut pas construire entièrement en pierre ou en bois. C'est peut-être avec ce matériau qu'on y arrive le mieux, mais avec des éléments que l'on doit assembler, articuler, etc. Et donc la transformation, elle nous oblige à regarder de près ces questions-là, de l'assemblage, de l'articulation, de l'hétérogénéité, donc, et pour avec tout ça, obtenir ce qu'on a cherché à obtenir dans le cas de Russeil, une unité, de réussir avec tous ces éléments, avec tous ces matériaux, avec toutes ces composantes à donner à l'édifice une expression unitaire. Merci beaucoup. Donc, dernier mot Voilà. Merci beaucoup. Moi, je trouve que j'aime beaucoup votre propos final. En fait, c'est une sorte de culture commune. Que ce soit d'un côté les matériaux biosourcés, voire le réemploi, qui est aussi plein de surprises, un peu comme vous l'indiquiez, et puis la réhabilitation et la rénovation. En fait, là, on a une culture commune qui nécessite un important savoir-faire, y compris en ingénierie financière, j'imagine, en ingénierie commerciale. Enfin, on revoit complètement le savoir-faire, et donc ça, c'est intéressant pour toute une profession qui doit se mobiliser là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous voulez bien applaudir nos deux intervenants.